tout le monde. On est parti du coup pour le deuxième épisode de l'avancement du potager. Aujourd'hui, je viens de recevoir mes petites caissettes pour mettre des nouveaux semis. On fera aussi un petit tour des anciens semis, donc betteraves, chou-fleur, tomates et ciboulette persil qui sont dehors du coup. C'est parti pour le choix des semis. Je ne sais pas encore lesquels choisir. Je vais prendre parmi ce que j'ai déjà à la maison. Voici comment se présentent les petites caisses. On a un bac comme ceci. Ensuite, ça, évidemment, à la bonne taille qui rentre dedans. Par exemple, voilà, on veut mettre de l'eau en dessous pour alimenter en eau nos semis par le dessous. Et puis au-dessus, on a de quoi protéger pour faire comme une mini serre. Et voilà. Il y en a, je crois, 10 ou 12 des petits bacs comme ça. Donc ça va nous être très pratique. Au niveau des graines, ce qui nous reste. Alors, donc là, on a encore du chou-fleur. Chou-fleur, on en a déjà planté pas mal. En plus, à la volée, donc ça risque de faire beaucoup. Ciboulette, on a déjà planté. Il y a tomate au zoublou, on a déjà planté. Le persil aussi. La betterave aussi. Donc ça, c'est ce qu'on a déjà planté. Ensuite, il y a des épinards. Épinards, ça nous dit semis toute l'année, période bénéfique début de printemps ou fin d'été. Donc ça, franchement, pourquoi pas? Pourquoi pas tenter les épinards? On laisse de côté. Il y a les aubergines aussi. Aubergines de février à mi-mars, à 25 degrés Celsius minimum. Repiquées en godet, puis plantées en pleine terre. Donc ça, pourquoi pas? Parce que là, il y a de février à mi-mars. Mais après, vu nous, dans quel climat on est vraiment dans un climat assez froid dans le nord. Donc ça pourrait convenir, à mon avis, les aubergines. Là, on a du cresson, de février à mars, au chaud, en terrine ou en pot, puis repiqué vers mi-mai. Sinon, semi-clair, en pleine terre, après les dernières gelées. Un sol drainant, bien fertilisé. Ça, peut-être pas. Ça, peut-être pas. Par contre, là, laitue Batavia, voilà, ça fait partie des classiques à avoir. Donc, ça, je pense quasi, même sûr, de la laitue, on va faire. Poireaux d'hiver, de fin février à fin avril, à 10 degrés Celsius. Donc ça aussi, ça pourrait clairement le faire. Ensuite, on a des poivrons. Poivrons de mi-février à avril, au chaud, germination 8 à 15 jours, repiquage de mai à juin, en pleine terre à 50 x 50. Exigeant en chaleur du semis à la récolte. Donc ça, on va laisser de côté le poivron. Vu nos conditions, bof. On a des fèves. De octobre à novembre en pleine terre ou de février à mars. On est quand même fin avril, donc ça, pour l'instant, ça, on va laisser de côté. Là, on a juste des tomates encore. Tomates téton de Vénus jaune. Et le nom me faisait rigoler, donc c'était pour essayer. Semé en pépinière à 20 degrés Celsius, repiqué en godet au stade 3 feuilles, planté en pleine terre, une fois le sol bien réchauffé, lorsque les gelées ne sont plus à craindre. Donc ça, 2 types de tomates, c'est pas de trop. Oignons doux. Oignons doux, là, j'ai pas trop envie. Voilà, il faut aussi faire ce qu'on a envie. Et les carottes. Carottes jaunes obtuses du Doubs. Qu'est-ce qu'on nous écrit sur les carottes? De février à avril pour les cultures hâtives et de mi-mai à juillet pour les cultures de conservation. Dans une terre bien affinée et nivelée. On va laisser aussi de côté. Je pense que si on part déjà là-dessus, c'est quand même pas mal. Sur tomates, tétons de Vénus jaune, poireaux d'hiver, laitue Batavia, aubergines, épinards. On va déjà prendre ce qu'on favorise, les tomates, la laitue et les poireaux déjà.
Voilà du coup pour les semis. Donc j'ai utilisé les caissettes hein, pour tous. Puis maintenant on va les laisser tranquillement germer. On va les laisser germer à l'intérieur dans une pièce. Là il fait actuellement un bon 15 degrés. Il fait pas très chaud, c'est une pièce où il fait jamais forcément très chaud. Prêt pour sortir de terre, ça ira. Puis d'ici là, il fera encore meilleur dehors, même si en ce moment ça va. Non, on est à l'abri normalement des gelées, donc maintenant ça devrait le faire. Mais voilà, très sympa cette petite caisse. Je ne sais pas encore si je vais faire 2 de chaque ou pas. Je ne sais pas encore. Vous verrez bien dans la suite. Je ne sais pas si ça va me prendre encore ce soir, si ça va me prendre dans les prochains jours. Je ne sais pas, on verra. Parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de caissettes. Autant les utiliser. Des tomates, c'est toujours des valeurs sûres. On sait qu'on aime ça et on sait que ça se mangera. Donc laitue, poireaux, pareil. À voir. Mais voilà, on se tient au courant de comment se passera l'évolution de ces petites graines. Bon, c'était sûr, hein, vraiment, 5 minutes après, j'ai refait une barquette de chaque. Et donc voilà, 3, 6, 9, 12, 24 petits plants de chaque. En sachant que le taux de germination est de 90 pour le poireau d'hiver. Les tomates, attendez, il me semble que les tomates, c'est 96. Et donc c'est la laitue qui est à 100% en taux de germination. On ne voit pas, ça ne veut pas faire le focus. Mais d'ailleurs, je vais parler un petit peu plus calmement. Parce que je leur mets un petit peu de piano. Voilà. Je crois que je vais me faire une petite place à gauche et m'endormir tranquillement avec elle. Le mec déjà beaucoup trop proche de ses plans. Mais voilà, bon maintenant, impatient comme je suis, j'aimerais les regarder et puis les voir sortir de terre. Évidemment, c'est pas comme ça. On se revoit tous les jours. Enfin, je parle là à mes plans. Nous, on va pas se revoir tous les jours. Ça sert à rien parce que demain, rien n'aura changé. Mais moi, je vais venir les arroser dès que ce sera nécessaire. Et puis, dès qu'ils sortiront, je vous montrerai quoi. Et j'ai oublié de préciser, mais c'est dans du terreau, hein, à semis. Donc voilà, pour vraiment, vu que c'est ma première année que je fais ça, pour essayer de favoriser, de mettre toutes mes chances de mon côté, hein, vraiment essayer de prendre le terreau à semis pour faire des semis. Je sais pas si on entend encore le piano. À tout de suite pour vous, à dans quelques jours pour moi. On se retrouve dans la cuisine parce que je sors du jardin avec un panier de 90 pissenlits. Dans le but de faire, parce que j'oublie tout le temps le nom, une cramaillotte. Je dis toujours mercaillotte, je ne sais pas pourquoi. Une cramaillotte, donc du miel de pissenlit. Pour ça, il nous faut... Alors de base, c'est une recette pour 4 pots. Donc ce serait 360 fleurs de pissenlit. J'en ai pris 90. 9, 18, 27, 36. Je divise par 4. Il faut 2 pommes à cuire. Ça tombe bien, j'en ai une qui tire la gueule. On ne pourra pas tirer tout de cette pomme, donc... ça convient parfaitement. Il faut un citron. Là, je n'ai pas de citron. On va prendre du jus de citron. 1 kg de sucre de canne. Ça, c'est 750 grammes. J'ai là à peu près, j'espère que ça va suffire. Et 1,5 litre d'eau. Ça, j'irai au puits pour en chercher après. C'est faux, j'ai un robinet, j'ai l'eau potable. Et donc, il n'y a pas de souci là-dessus. On est parti, c'est un premier test. C'est pour ça que je ne voulais pas faire les 4 pots directement. On va essayer de faire un pot. Ce serait déjà très bien de pouvoir réaliser ça. La première étape, qui n'est sûrement pas la plus drôle, c'est d'enlever grossièrement la partie verte en dessous de la fleur pour mettre toutes les pétales dans une marmite. Donc, c'est là aussi où je me dis, ouf, j'ai divisé par 4. Voilà le résultat. Donc, pour 90 fleurs de pissenlit, ça fait une bonne petite portion. Mais purée, 360, ça prendrait un temps énorme. Il reste encore du vert, mais comme c'était écrit enlever grossièrement, j'ai pris au pied de la lettre. Hein.
quand il s'agit de se faire un peu moins chier, on respecte sans souci. Donc il y a encore un petit peu de verre, c'est la partie la plus amère apparemment. Mais avec la petite quantité qui reste, ça devrait vraiment le faire. Surtout avec tout le sucre qu'il y aura. Moi, j'ai pas peur. Après ça, on coupe la... Normalement, du coup, c'est 2 pommes. Mais là, on va prendre une demi-pomme qu'on va couper en quartiers. Voilà. Et on nous dit bien qu'il ne faut pas retirer le cœur, les pépins ou la peau. Donc vraiment, on prend notre demi-pomme coupée en quartiers et hop, hop, hop. Et on n'en parle plus. Ensuite, il faudrait ajouter du coup l'équivalent d'un citron en jus et le zeste. Donc comme dit, je n'ai que du jus comme ça en petite bouteille. Donc c'est mieux si vous avez un vrai citron. Je pense que ça n'en sera que meilleur. Surtout que là, je ne peux pas obtenir le zeste. Je peux essayer de gratter le plastique. Pas convaincu. Donc on va mettre juste un petit peu. Pas trop parce que du coup, nous, c'est même pas un citron. Hein. Nous, ce serait un quart de citron. Donc voilà. 0,375 litres d'eau. Donc soit 375 millilitres. Et le tout pendant 30 minutes à feu moyen. Donc je vais peut-être plutôt prendre celui-ci et couvert aussi. J'ai l'impression un peu de faire une potion quand on était petit et qu'on mélangeait un peu d'herbe, un peu de tout ce qu'on trouvait, qu'on le mélangeait et qu'on faisait genre que c'était une potion magique. Sauf que pas du tout. Ça, on le mangera pour de vrai. C'est parti pour 30 minutes. J'avais mis sur le feu, j'avais mis un minuteur. Et malheureusement, ce minuteur, je ne l'ai pas entendu parce que je suis allé dehors. Mais en général, la minuterie du four, c'est vraiment un truc qui bip très fort. Donc je pensais vraiment l'entendre. Donc quand je suis revenu, c'était tout sec. Il restait vraiment un crachat de jus. Donc pas utilisable. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai vu certaines personnes qui mettaient de l'orange dedans. Donc j'ai de nouveau rajouté de l'eau. J'ai rajouté cette fois-ci de l'orange. C'est sûr que on sentira sûrement moins le pissenlit vu qu'il a déjà été infusé et tout. Je me dis que ça peut être bon quand même et qu'on fera peut-être plus. Je sais pas, on va inventer quelque chose quoi. On va essayer. Donc là, je le relaisse et cette fois-ci, je fais bien attention à ne pas passer à côté. On va récupérer le jus de notre petite improvisation. Du coup, maintenant, c'est bon. On a pas mal de jus. C'est pas forcément le jus qu'il fallait. On va bien tout mettre et presser un peu. Je goûte les pommes qu'on avait fait infuser. Ça a plutôt enlevé le goût. Ça goûte plus trop la pomme. Ça goûte pas forcément le pissenlit. Donc, je conseille pas forcément. Dans la casserole qu'on a utilisée avant, on met 250 g de sucre de canne. Voilà, j'espère que j'aurai assez. J'ai l'impression que ça va être un peu tendu. Et si on y arrive, à mon avis, c'est tout pile.
C'est bien ce que je pensais, on n'a que 206 grammes. Mais de toute façon, vu que j'avais pas la quantité de jus exacte comme il fallait de base, vu que j'avais laissé évaporer trop longtemps, ben ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer avec 206 grammes. Voilà la recette qui devient trop aléatoire. Et on va on va verser notre jus du coup. Voilà. On cuit à découvert pendant 1h30. Mais oui, mais je comprends pourquoi j'ai laissé une demi-heure sur le feu avant. Mais j'ai divisé par 4 la recette, alors j'aurais dû laisser beaucoup moins longtemps vu que j'avais beaucoup moins d'eau. C'est pas donné à tout le monde de réfléchir. Mais là, je sais que du coup, je vais pas laisser 1h30 comme c'est écrit dans la recette. Ah non, clairement pas. Je vais surveiller quand même assez souvent. En tout cas, il faut cuire à découvert, une légère ébullition. Et au niveau du temps, ben, on verra, on improvisera dès que la texture paraîtra bonne. Et pour la dernière étape, on verse le jus dans le bocal. En refroidissant, ça va durcir. Vu que j'en ai renversé à côté, j'ai vu qu'en refroidissant, ça a durci. Donc, normalement, il n'y a pas de souci. Il reste encore quelques petites pétales de pissenlit dedans. Parce que j'ai pas bien filtré, mais en vrai, ça posera pas de problème. Et on se retrouve pour la dégustation. Nous sommes le lendemain matin. J'ai laissé reposer la nuit, du coup, à température ambiante. Et bah dégustation, c'est parti, je cherche une cuillère. Déjà, on va voir au niveau de la texture. Bon, on a une très belle texture mielleuse. Donc ça déjà, c'est une réussite. Et maintenant, le plus important, c'est le goût. Et ben ça alors, je sais pas si on a vu ma tête. Normalement on a vu ma tête, mais c'est délicieux. Ah ouais, non, c'est vraiment trop bon. Je peux pas vous faire un résumé de la recette, parce que sinon dans la recette je devrais écrire n'oubliez pas de vous rater à l'étape 3. Donc essayez franchement, mettez ce que vous voulez dedans, mélangez avec du sucre et de l'eau, et il y a moyen d'obtenir un résultat. Donc c'est vraiment intéressant parce que du coup ça laisse une ouverture à tellement de possibilités de faire son miel. Ça me pique tout de suite le nez. Parce que je suis Pardon. Parce que je sais pas si c'est un rapport avec mon allergie au pollen. Non, je rigole, tout va bien, mais c'est vrai que j'espère que ça va pas me déclencher des allergies. Ça devrait le faire, d'habitude j'ai pas de soucis avec le miel. Donc on va dire que ça va le faire. On se retrouve tout de suite à l'extérieur pour voir les semis. On va vraiment faire ça en coup de vent parce que il pleut des cordes. Je veux protéger la caméra et moi aussi. Voici les choux-fleurs, betteraves, ciboulette, persil, tomates bleues. On recouvre tout et on va se barrer. Et j'ai acheté un plant de courgettes, enfin des plants de courgettes qu'on va planter aujourd'hui. Normalement, il devrait faire un peu plus beau. Ah, allez, bah du coup, c'est sous cette belle pluie que je vous souhaite
une bonne journée. La vidéo s'arrête ici. Résultat, crémaillotte, mercaillotte, je sais plus. Réussi, vraiment. Je suis super content. Et les semis avancent bien. Enfin, les semis là-bas. Hein. Les semis n'ont pas poussé encore ce qu'on a fait en début de vidéo. Salut tout le monde!